Pour l'expérience du chat de Schrödinger? Parfait. Il est quelle heure? 10h30? Non. Donc, on a vu qu'Einstein là, avait certains problèmes avec la mécanique quantique. Schrödinger, qui est l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique, attendez que je me retrouve, avant ça, avait des problèmes, lui, avec l'interprétation de Copenhague. Ah oui, d'ailleurs, quelques remarques, j'arrive à l'expérience de Schrödinger. Par rapport au fait qu'une grandeur physique ne deviendrait réelle qu'au moment où elle est mesurée, selon l'interprétation de Copenhague, Einstein dira « Croyez-vous vraiment que la Lune n'est pas là si vous n'êtes pas en train de la regarder? » C'est absurde. Et par rapport aux probabilités, Einstein dira « Dieu ne joue pas au dé, la réalité est déterministe. » Et Niels Bohr lui dira « Einstein, ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire. » Des débats un peu académiques là, entre physiciens. Alors Schrödinger aussi critiquait cette idée de l'interprétation de Copenhague. Donc, encore une fois, c'est de la philosophie, c'est pas de la science, qu'une grandeur physique ne devient réelle que lorsqu'elle est observée. Alors, l'expérience, c'est une expérience de pensée. Hein? Aucun animal n'a été maltraité dans cette expérience. Alors, dans une boîte fermée, vous placez un chat, pas le mien, s'il vous plaît, un atome radioactif, un compteur Gégère, un marteau, une fiole de poison. Le dispositif est ainsi. Si le compteur Gégère détecte que l'atome se désintègre, par un mécanisme, il actionne le marteau, qui brise la fiole de poison, le libérant, et le chat meurt. Mais la boîte est fermée. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. Alors, après 5 minutes, l'atome aurait, par exemple, 50% de chance de s'être désintégré. Parce que la désintégration, c'est aussi un processus probabiliste. Ce qui veut dire qu'après 5 minutes, selon la mécanique quantique, l'atome serait dans une superposition d'états. Il serait simultanément intact et désintégré. Par conséquent, le chat serait simultanément mort et vivant. Et ce n'est qu'au moment où on ouvre la boîte et on l'observe que le chat prendrait un état qui deviendrait réel à ce moment-là. Schrödinger trouvait que c'était un point de vue qui était absurde et cette expérience de pensée visait à démontrer que l'expérience de Copenhague ne tient pas la route. Notez cependant qu'il y en a qui ont récupéré cette idée-là pour dire qu'elle illustre l'approche, l'interprétation subjectiviste, et qu'elle illustre le fait que la réalité n'est créée qu'à partir du moment où un être conscient l'observe qu'elle est créée par la pensée. Est-ce que ça répond à vos questions? En gros, c'est ça l'expérience du chat de Schrödinger. Donc, ça n'a pas été fait. Non. C'est juste pour démontrer l'absurdité de l'idée de dire c'est seulement en observant une grandeur physique qu'elle devient réelle. Parce que si on extrapole, ça amène à dire qu'un chat pourrait être simultanément mort et vivant si on ne l'observe pas. Un mort vivant. Un mort vivant. Notez que si le chat a une conscience qui permet de produire une réduction de son état, bien là, on aurait la possibilité que le chat se suicide par la physique quantique. Tout en restant vivant, bien sûr. Donc, conclusion, différentes interprétations, il y en a d'autres, on n'aura pas le temps d'en parler, mais un seul et même formalisme mathématique, une seule et même science, et une erreur fréquente, quand on parle de mécanique quantique, c'est de confondre l'une ou l'autre des interprétations philosophiques, surtout celle de Copenhague, avec la théorie comme telle. Donc, ne mélangeons pas la science et la philosophie. Et cette erreur, elle est très fréquente chez les philosophes, chez les journalistes scientifiques, chez les gourous du Nouvel Âge, et même aussi chez les physiciens. Ça arrive. Voilà, alors, merci de votre attention. Merci Daniel. 9h moins 12, petite pause. On reprend vers 9h pour la période de questions. Il y en a eu beaucoup, mais il peut y en avoir d'autres. Nous allons commencer cette soirée du train. Bon, période de questions. Vous allez au micro pour les questions, s'il vous plaît. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'animateur, mais bon, il y a un seul micro, alors je te laisse. Parfait. Comment définit-on le vide
dans ce cadre-là? C'est-à-dire, existe-t-il un vide dans lequel il n'y ait ni particules, ni effet d'onde? Existe-t-il un vide intégral conceptualisable dans cette physique contemporaine? Pas selon la physique quantique. Il y a des fluctuations dans le vide dues à des effets quantiques, donc des paires de particules et antiparticules, l'antimatière correspondante, qui spontanément apparaissent et se rencontrent de nouveau pour s'annihiler. Donc c'est un vide où l'énergie moyenne est de 0, mais parce que des particules qui apparaissent et disparaissent continuellement, là, il y a des fluctuations à ce niveau-là dans le vide selon la physique quantique. Donc, un vide parfait, là, au sens conceptuel du néant, rien, selon la physique quantique, ça n'existe pas. Et à ce moment-là, ce qui aurait été avant le Big Bang serait quelle sorte de choses? Il n'y a pas d'avant le Big Bang. Non, c'est ça. C'est que Il n'y avait pas de là, temps au avant le Big scientifique, Bang. il n'y a pas de réponse. Parce que, selon la science, le Big Bang, c'est aussi la création et de l'espace et du temps. Puis au moment du Big Bang, l'espace était tout petit, l'univers entier était plus petit qu'un atome. Donc, parler d'avant le Big Bang, selon ce qu'on en sait scientifiquement aujourd'hui, est un non-sens parce que, justement, il n'y avait pas de temps avant le Big Bang. Le temps apparaît avec l'univers. Et même chose pour l'espace. L'univers n'est pas apparu en quelque part parce qu'il n'y avait pas d'espace avant le Big Bang. C'est l'espace entier qui apparaît avec le Big Bang. Donc, le Big Bang apparaît partout à la fois, mais à cette époque-là, partout, c'était microscopique. Donc, on ne peut rien dire là où il n'y a ni matière ni train d'onde. C'est tout à fait inaccessible. On peut en discuter philosophiquement, mais scientifiquement, on ne peut rien dire. D'accord. Bonjour. Est-ce qu'il faut dire son nom? Si vous voulez. Oui. Oui. Albert Einstein? Oui. Un peu pour le type qui m'a précédé. Je crois que cette question-là, on parle aujourd'hui de monde parallèle, mais je crois que nous, on pense de cause à effet et on pense à 4 dimensions. Et je pense qu'on ne pourra jamais comprendre ce phénomène-là tant qu'on va penser à 4 dimensions. C'est-à-dire le phénomène du temps zéro. Qu'est-ce qui arrive avant le Big Bang? Si j'imagine que ma montre n'a jamais eu de commencement, je vais dire c'est faux parce que nous pensons cause à effet. Et il est très difficile d'imaginer un temps zéro. Il est très difficile de dire à ce moment-là qui a créé Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe et qui l'a créé? Et on ne peut pas comprendre ces choses-là parce qu'on pense, je pense à mon avis, qu'à 4 dimensions. Et je pense qu'il y a des mondes qui sont parallèles où il y a plus que 4 dimensions. Ceci dit, quand on parlait tout à l'heure de hasard et l'onde qui envoie sur une particule et le hasard fait que, c'est-à-dire que le hasard existe, je me demande si on n'a pas oublié une notion. La notion, par exemple, c'est que la galaxie tourne sur 220 km/s. La galaxie, ou le bras de la galaxie, la galaxie avance. Nous roulons autour du Soleil à 30 km/s. Nous baignons dans un champ gravitationnel. Et on sait que le champ gravitationnel, il est cosmologique. Et on sait que le champ gravitationnel influence toute forme d'énergie, que ce soit la lumière ou que ce soit les particules. On sait par exemple qu'un champ gravitationnel va influencer une lumière de telle sorte que si j'envoie un rayon lumineux vers le haut, sa fréquence va changer dû à une perte d'énergie potentielle. Et c'est à ce sens-là que je me dis qu'il n'y a en aucun temps sur la Terre que 2 objets sont exactement au même endroit. Parce qu'on voyage tellement. Et le champ gravitationnel, il est cosmologique, c'est un champ. Et à ce moment-là, ce champ-là, d'ailleurs avec l'expérience de Virgo, on veut démontrer que Einstein avait raison, en ce sens qu'on veut démontrer qu'il y a des ondes gravitationnelles. Et ce qui se passe, c'est que, étant donné que toute matière voyage, je crois qu'il y a à ce moment-là, à chaque instant, une modification, quelque part,
du champ gravitationnel, du tenseur gravitationnel, ce qui fait que quand on essaie, même si on envoie une onde de la même façon, exactement sur une même particule, on n'est plus au temps identique, on n'est plus dans le même espace. Et je crois, moi, en tout cas, qu'on pourrait modifier tant soit peu, si peu, qu'à un moment donné, il peut y avoir une influence sur une particule, et nous l'appelons, oui, le hasard existe, OK. mais à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment le hasard? C'est un peu ce qu'Einstein disait, je ne crois pas, par exemple, il croyait aux variables. Mais je me demande s'il n'y avait pas raison, parce que de tout temps, on a toujours oublié le facteur où situons-nous dans l'univers. À chaque instant, tout bouge et à des vitesses Donc, vous très voulez... grandes. Et le champ gravitationnel, on bouge dans un champ gravitationnel qui peut changer à chaque instant. Ouais. Et voilà pourquoi il pourrait y avoir un hasard, mais ce n'est pas un hasard. C'est dû à un changement quelque part gravitationnel. Donc, ou à tout autre. Donc, vous vous référez en fait à la théorie du chaos, qui est la même chose que pour la météo. C'est-à-dire que l'atmosphère est un système entièrement déterministe. Il n'y a pas de hasard dans le fonctionnement de l'atmosphère, mais il y a tellement de paramètres en jeu que c'est impossible de tous les calculer. Et les probabilités dans les prédictions météorologiques ne font que traduire notre ignorance partielle, d'où l'idée de l'effet papillon, qui revient à ces perturbations auxquelles vous faites allusion. Un papillon qui s'envole au Brésil maintenant peut produire une petite turbulence qui, dans 6 semaines, va déclencher un ouragan. Et ça, j'en avais un commentaire dans l'interprétation naïve sur la nature du hasard en physique quantique. Je vais profiter de l'occasion pour le mentionner ici. Je pourrais ajouter, est-ce qu'on pourrait envoyer une particule, que ce soit un photon, une particule de matière, ayant une résultante zéro, dans un cosmos où tout bouge, et qu'est-ce qui arriverait sur cette particule-là? Qu'est-ce qui arriverait concernant sa gravité, ses caractéristiques? Parce que tout est fonction du mouvement. Le moment où on arrête le mouvement, la gravitation devrait cesser, j'imagine. C'est lié à la masse, c'est pas lié au mouvement. Et le mouvement est relatif. Mais regardez, ça rejoint exactement ce que vous dites ici. La nature du hasard en mécanique quantique, on peut dire qu'elle est non élucidée. C'est-à-dire que peut-être que le hasard, il est réel et qu'il y a quelque chose dans la réalité matérielle qui est fondamentalement aléatoire. C'est une possibilité, mais on peut voir au moins 2 autres possibilités. Un état d'ignorance partielle de l'observateur. Alors, dans le phénomène de la réduction du paquet d'ondes, peut-être qu'il y a un mécanisme entièrement déterministe qui est à l'œuvre, mais qui est inconnu. Donc, quand je parlais tout à l'heure de théorie à variable cachée non locale, ça pourrait se référer à ça. Et l'autre possibilité, c'est qu'on pourrait avoir affaire à un mécanisme déterminisme très complexe, et peut-être déjà connu, mais tellement complexe qu'on ne peut pas faire les calculs, comme dans le cas de la météo ou comme dans le cas du lancer d'un dé, et ça relève de la théorie du chaos. Alors, un exemple, si je reviens à ma particule dans l'enceinte, bien, en réalité, l'enceinte devrait être un objet aussi représenté par un paquet d'ondes parce que c'est quantique. Il y a les particules du vide qui apparaissent et disparaissent, et tous ces paquets d'ondes-là interfèrent. Et si c'était possible de tenir compte de tous ces paquets d'ondes-là et de faire le calcul, peut-être qu'à ce moment-là, on verrait qu'il n'y a aucun hasard en mécanique quantique, que la réduction est entièrement déterministe et qu'on pourrait toujours prédire avec certitude quel sera le résultat exact de la mesure. Comme en météo, si on pouvait faire tous les calculs de toutes les particules d'air de la Terre entière, des interactions entre les continents, les océans, on pourrait calculer avec une prédiction certaine à 100% quelle sera la température demain à telle heure. Donc, pour la nature du hasard, je dis elle n'est pas élucidée. On a 3 possibilités et pour l'instant, on ne sait pas laquelle est la bonne. Peut-être qu'il est vraiment réel, mais peut-être qu'il n'y en a pas non plus. C'est une possibilité à considérer. Ça répond à votre commentaire? Oui, j'aurais, parce que l'expérience d'aspect me parle à ce moment-là d'une vitesse limite qui est celle de la lumière. N'oubliez pas que dans un champ gravitationnel, il est probable, il est possible que 2 choses arrivent en même temps, parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas tenir à la vitesse de la lumière, mais plutôt, je vais donner un exemple, c'est un peu comme si vous avez un bâton, si moi je pousse sur le bâton, le mouvement se fait instantanément là-bas. Non. Non. Il y a un délai.
il y a un délai. Oui. Le moment Très, où très il court, pousse on ne sur peut pas le bâton, percevoir, mais il y a un l'autre, délai. à ce moment-là, à l'autre bout, va avoir un délai Oui, Oui. donc autrement dit, quand on pousse... qui ne dépassera jamais la vitesse de la lumière. Absolument. Jamais. Et donc, quand on pousse sur un bâton, on produit une compression et ensuite le bâton se relâche. Dans un champ gravitationnel, Ça n'a rien à voir donc avec la on gravité. ignore, oui, mais à ce moment-là, on ne connaît pas toutes les caractéristiques. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'existe pas un champ gravitationnel, de sorte que l'exemple que je donne n'est pas valable, mais que la poussée correspond à ce moment-là à un geste instantané à une certaine distance. Parce qu'on ne sait pas tout quand même encore. Ben, en tout cas, de ce qu'on sait, De ce qu'on sait, ça oui, n'existe exactement. pas à l'échelle macroscopique. Oui, oui. Merci. Bon, ma question, c'est sur l'effet simultané de la cause avec l'effet. Est-ce que ça se passe à l'intérieur d'un même paquet d'ondes ou Oui. de systèmes quantiques ou dans des paquets d'ondes très différents? Dans très un seul et éloignés? même paquet d'ondes. Je vais prendre une petite illustration, là, une image vaut 1000 mots, ça va peut-être faciliter l'explication. Donc ça, c'est un extrait que j'avais présenté la dernière fois en février. Si deux particules se rencontrent et interagissent, selon le formalisme mathématique de la physique quantique, elles vont se fusionner en un seul et unique paquet d'ondes. Donc ici, on n'envoie pas une particule sur une cible. On envoie deux particules qui vont entrer en collision, qui foncent l'une dans l'autre. À partir du moment où elles se rencontrent, vous voyez, il n'y a plus qu'un seul et unique paquet d'ondes dans la théorie pour représenter les deux particules. On dit qu'elles sont enchevêtrées, inséparables, intriquées, entrelacées. C'est les synonymes. Et quand on parle de non-localité, ça ne concerne qu'un seul et unique paquet d'ondes. C'est le paquet d'ondes dans son entièreté qui évolue d'une manière instantanée et simultanée. Et là, notez que ça ne revient pas à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on parlait de phénomènes macroscopiques qui relèvent de la physique classique et relativiste, alors que la non-localité n'existe qu'en mécanique quantique et que pour un seul et unique paquet d'ondes. J'ai mon enceinte. Qu'est-ce qui arrive si je fais une mesure de position sur ce paquet d'ondes? J'avais deux particules, j'aurai deux points qui vont apparaître au hasard instantanément. Donc, c'est là qu'il y a un effet non local parce que j'avais un seul et unique paquet d'ondes. Il m'est venu une autre question. Quand une corde vibre, si on arrête la vibration, l'effet, contrairement au bâton, n'est-il pas sur toute la corde? Non. Ça va commencer à l'endroit où elle a saisi, ça va se propager de point en point à une vitesse inférieure à celle de la lumière. Merci. Encore une fois, les effets instantanés non locaux n'existent qu'en physique quantique concernant un seul et même paquet d'ondes. Est-ce que vous pourriez faire une brève explication et critique là, de la théorie des univers multiples de Hugh Everett, Oui. qui dit que la réduction du paquet d'ondes, c'est tout simplement le choix que nous avons, enfin, nous sommes conscients d'un seul univers parmi une infinité d'autres qui existent, qui ne sont pas du potentiel, mais qui existent réellement, si j'ai bien compris. Exact. Donc ça, c'est une autre des interprétations. Bon, ben, ça tombe bien que vous me posiez la question, parce que je l'avais supprimé de la conférence par manque de temps, mais là, on peut en parler. L'interprétation des univers parallèles. Je ne fais que la résumer, François. OK, donc Everett en 1957 et DeWitt qui la reprendra en 1970. Donc, en gros, l'idée est la suivante. Le paquet d'ondes représente la réalité comme telle. Et lorsqu'on fait une mesure, de dire qu'il y a une réduction et que seulement, mettons, un point subsiste au hasard, ce n'est pas quelque chose qui correspond à la réalité. Quand on mesure la position d'un paquet d'ondes, il y a toujours un ensemble de résultats possibles. Mettons le paquet d'ondes dans l'enceinte, mais en principe, on peut mesurer n'importe quelle position le long de l'enceinte. Et voilà, ce que Everett dit, c'est qu'au moment de la mesure, toutes les positions possibles seront effectivement mesurées, mais qu'au moment de la mesure, l'univers se sépare en des branches parallèles, et dans chacune de ces branches-là, on mesurera un des résultats possibles. Et donc, si, mettons, 150 positions possibles, au moment de la mesure, l'univers se sépare en 150 branches parallèles. Il y a 150 copies parallèles de l'observateur qui vont apparaître, et dans chacun de ces univers, chaque copie ne mesure qu'une seule des 150 positions possibles. Donc, selon cette interprétation, il n'y a jamais de réduction, mais séparation de l'univers en des branches parallèles, qui éventuellement vont bien sûr se séparer à l'infini.
Et l'ensemble de toutes ces branches parallèles font ce que Everett appelle le multivers. C'est aussi la théorie des mondes multiples, là, Many World Interpretation en anglais. Ça répond à la question. Oh? Oui. C'est bon. Je me suis mélangé. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être que je vais t'apporter le sujet d'une troisième conférence. Souvent, quand on entend parler de mécanique quantique, ici, là, oui, il y a eu de la spéculation philosophique, mais chez les gens qui connaissent la physique. Oui. Mais on va tirer, beaucoup de gens qui ne connaissent rien de la physique vont tirer le prestige d'une théorie qui est reconnue comme étant valable pour essayer de justifier les croyances intimes. Et là, ben, on étire ça du côté de la numérologie chez l'un, de l'astrologie chez l'autre, du côté des techniques de Reiki chez un autre. C'est parce qu'on semble vouloir jouer sur les aspects mystérieux de la théorie pour ramener la notion de conscience. Une façon de ramener l'être humain au centre de l'univers, en dire que la conscience humaine crée la réalité. C'est ça, qu'on peut faire ce qu'on veut finalement, puis là, ben, à partir de ça, ben, on peut délirer à plein tube. Dans tes recherches, Non, pas prendre des mots. Dans tes lectures, as-tu fait une espèce de collection de cas, d'applications de ce genre de délire-là? J'ai pas tellement débordé parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les interprétations comme telles et non les interprétations des interprétations parce qu'effectivement, ça peut aller loin. Je peux en mentionner quelques-unes à partir de l'interprétation par la conscience dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, ici. Donc, lien avec d'autres mouvances. Donc, dans le domaine de la philosophie et certains domaines de sciences sociales, notamment sociologie des sciences, il y a une mode du constructivisme, relativisme. Bon, ça revient un peu à ce dont tu parlais tout à l'heure, que toutes les théories se valent, qu'il n'existe pas de réalité objective, il n'existe que des perceptions, etc. Il y a la théorie de la méditation transcendantale du Maharishi Mahesh Yogi qui a été popularisée par les Beatles et qui maintenant est à la tête d'une industrie, je pense, multimilliardaire et qui prétend que par la méditation, puisque la conscience est au cœur des phénomènes quantiques, on pourrait contrôler la force de gravité et l'éviter. Il y a l'idée qu'on pourrait guérir à distance parce que la conscience, par la physique quantique, contrôlerait la matière et pourrait guérir. À ce sujet-là, un collègue, Christian Janicki, nous a fait une conférence... Peut-être que le livre Secret pourrait répondre. Le secret. Mais oui, c'est à la mode, c'est le développement de pensée magique. Il faut être en librairie, ça serait intéressant. Mais je suis sûr que la physique quantique peut expliquer ça. Mais juste un élément, quand j'ai lu le livre de Daniel Fecteau sur la télépathie, j'avais fait de la critique avec Serge Larrivée, sans même, avant même de prouver le phénomène, elle a tout de suite l'explication. C'est la physique quantique. Alors, cette simultanéité, là, voilà, puisque dans l'infiniment petit, puis que le cerveau, c'est l'infiniment petit, quand une idée surgit dans mon cerveau, ça surgit dans le cerveau de l'autre, et la physique quantique explique ça, puisque donc, ça existe. non-localité. Voilà, exactement. Alors c'est comme dans les impostures intellectuelles de Sokal et Bricmont, sauf que c'est ce genre d'emploi-là qu'il faut dénoncer. Et avant même de prouver le phénomène, ils ont tout de suite l'explication. Quantique, bien sûr. Si vous voulez en savoir un peu plus, la conférence de mai 2006 qui portait sur la guérison quantique, le compte-rendu est disponible sur Internet. On avait plus abordé les extravagances nouvelles. J'avais compris que c'est les insuffisances de cette présentation-là qui t'avaient amené à préparer des conférences. Oui, pour ce qui m'a motivé à faire cette série de 2 conférences, effectivement. Parce que le résultat de tes conférences, c'est que c'est une théorie où il y a plein de mystères, mais ça ne justifie pas qu'on puisse dire n'importe quoi. Absolument. Tandis que moi, il ne m'a pas paru que Janicki croyait bien à ces extensions-là. Je pensais qu'il doutait. Il les a présentées. Oui, mais il les a présentées comme magicien dans la culture. Puis ça, c'est drôlement. Ça agit dans la culture, ça agit autour de nous autres. Les gens viennent nous solliciter pour dire, tu sais, moi j'ai des dons mystérieux, puis j'en connais qui en ont, puis ainsi de suite. Et puis là, quand on commence à demander, y a-t-il un fondement à ça, c'est un des recours les plus sérieux, les plus fréquents, pardon, qu'on peut entendre. C'est le recours à
à la mécanique quantique. Justement, il y a beaucoup de gens qui tentent d'expliquer les phénomènes paranormaux au travers de la mécanique quantique. Quand on voit ça, des fois, c'est totalement farfelu. Là. OK. De sorte que des fois, quand je parle de mécanique quantique, j'ai l'impression de passer pour un imposteur. Est-ce qu'il y en a qui te demandent des consultations? Ou comme un empêcheur de délirer en rond. Ben, c'est ce que j'espère avoir été ce soir. Monsieur, allez-y. Je vois pas au micro parce qu'il semble pas marcher. Moi, j'ai une question bien pertinente à poser. À quoi ça sert la mécanique quantique? OK, ben, on peut mettre ça dans l'entreprise scientifique générale, curiosité humaine qui veut comprendre la réalité dans laquelle nous sommes et comprendre comment la matière fonctionne, quelle est sa nature, et les recherches progressent. Donc, on a eu la mécanique newtonienne qui permettait d'expliquer le mouvement des objets, la loi de la gravité. On peut ensuite en tirer des applications en génie, construire des ponts qui en ça s'écroule pas, des avions, envoyer des gens sur la Lune. Et le développement de la mécanique quantique est venu au départ comme entreprise de curiosité pour connaître le monde au fur et à mesure que la technologie progressait dans l'infiniment petit. Et de cela, on peut en découler aussi des applications comme les lasers, par exemple. Toute l'électronique, Ben oui. les circuits logiques et les circuits intégrés, Le les semi-conducteurs, c'est la mécanique quantique. On ne connaissait pas la mécanique quantique comme telle quand on a inventé des résistances, des capaciteurs, des... Je ne parle pas des résistances, je parle des semi-conducteurs, des transistors. On ne connaissait pas la mécanique quantique, mais j'en ai fabriqué des transistors. Les transistors ont été inventés vers la fin des années 50, 40 ans après le début de la mécanique quantique. Il n'y a pas de transistor avant ça. Parce qu'on invente des choses sans savoir les résultats scientifiques, les connaissances, les mesures scientifiques. Il y avait des lampes. Puis après ça, on mesure. On donne une solution. Pour moi, c'est ça la mécanique. Les lasers est une belle application de la mécanique quantique. Je ne sais Puis le pas si phénomène on est parti de là pour Je pourrais inventer vous des expliquer, lasers. comme j'ai travaillé sur les lasers pendant des années, je pourrais vous expliquer sur quoi ça repose la mécanique quantique. Si on n'avait pas développé la mécanique quantique, on ne serait pas encore on n'aurait pas de laser, ça c'est sûr, certain. Puis toute l'électronique, les semi-conducteurs, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, et puis tout ce qui en découle, les ordinateurs, les systèmes de transmission, Oui, mais c'est c'est impossible, ça, mécanique Donc, quantique. les ordinateurs en poule électrique, c'est pas mécanique quantique, là, mais avec transistor, c'est la mécanique quantique. Oui, En fait, c'est des semi-conducteurs. On retrouve tous les effets quantiques dans les semi-conducteurs. D'accord. Donc, tout le développement des semi-conducteurs, c'est une application directe. Mais on n'a pas eu besoin de mécanique quantique pour créer un transistor. Ah ben oui! Ah ben oui, c'est un effet purement quantique. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous parlez des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus, ils n'ont pas utilisé des équations de quantique. C'était la connaissance des matériaux, l'expérimentation. La théorie. C'est patenteux, souvent. Est-ce que tu sais comment fonctionne un semi-conducteur? Des principes généraux. Je pourrais peut-être donner une conférence, les semi-conducteurs. Théorie des bandes d'énergie. On va avoir les domaines quantiques. Le travail des gens sur le terrain, en labo, sur les matériaux, il y a des gens qui n'utilisent pas. Ceux qui ont découvert le transistor, c'était des physiciens qui étaient très forts en mécanique quantique. Juste savoir si c'est relié, il y a un monsieur qui parlait des cordes, là, puis j'ai entendu la théorie des cordes. Très sommairement, là, c'est qu'en physique quantique, on explique en ce moment presque tous les phénomènes, sauf la gravitation, qui relève de la théorie de la relativité générale d'Einstein. On cherche à être capable d'expliquer la gravitation en termes quantiques, donc d'unifier physique quantique et relativité générale. Einstein a essayé, il a échoué. La théorie des cordes, c'est la théorie la plus récente pour tenter d'unifier ces deux grandes branches de la physique qui, pour l'instant, sont comme incompatibles, si je peux dire. Et voilà, donc c'est une extrapolation de la physique quantique pour inclure la gravité et ça semble de plus en plus être un cul-de-sac. C'est parce qu'il disait que les objets les plus petits de l'univers seraient des cordes et là, il faisait des liens avec les particules, mais je ne connais pas là, les détails de la théorie. Tout le domaine de la chimie également, qui s'est développé à partir du début du 20e siècle, à partir de l'interprétation quantique de l'atome. Le modèle de bord, qui est à l'origine. Et toute la conception. Pardon? Au niveau de la physique, mais pas de la mécanique quantique. Je ne suis pas sûr de ça. Oui, la structure de l'atome et du tableau périodique, ça relève de la mécanique quantique. Aujourd'hui, un chimiste ne pourrait pas faire de chimie sans mécanique quantique.
Oui, on a trouvé une métrique pour la faire, c'est le calculer. C'est sûr qu'il faut tenter des molécules très exactes. Comprendre même la formation des molécules. Il faut dire, par exemple, je pense que la mécanique quantique a permis d'expliquer ce qui se passe, mais ils ont fait des expériences avant, sachant pas exactement, mais même si vous voulez expliquer la couleur de l'or, si vous voulez expliquer la couleur de l'aluminium, tout ça, il faut que vous arriviez à la mécanique quantique. Donc, la mécanique quantique, c'est quoi? C'est l'atome énergétique des niveaux d'énergie différents. Et lorsque l'électron s'approche, lorsqu'il s'éloigne, ben, il y a des énergies en jeu qui sont différentes. Et voilà pourquoi il y a avec la lumière extérieure, il y a à ce moment-là une interconnexion et des couleurs apparaissent. Et ça, c'est la mécanique quantique. Donc, la mécanique quantique, c'est pas sorcier, c'est l'application des connaissances qu'on a de l'atome, des électrons, du mouvement des électrons autour des noyaux. Ça s'appelle la mécanique quantique aussi. Donc, si vous voulez expliquer pourquoi l'or a cette belle couleur-là, il faut prendre cette théorie-là, la théorie de la mécanique quantique. Mais c'est sûr que c'est une théorie qui permet d'expliquer des phénomènes. Et pour la chimie, c'est sûr qu'avant de connaître la mécanique quantique, on faisait de la chimie, on avait des lois qui régissaient les proportions dans lesquelles les atomes se combinent en molécules et tout. Mais l'explication ultime de pourquoi tel atome se combine de telle manière et pas d'une autre est venue de la mécanique quantique. Donc, parce que c'est la théorie physique la plus fondamentale. Et ça a permis de créer des applications qu'on ne connaissait pas. Voilà. Parce qu'on avait une connaissance maintenant plus profonde de la nature ultime de la matière. Ça permet d'aller plus loin que les simples démarches empiriques. Absolument. Que l'essai-erreur. D'autres questions? Est-ce que vous comprenez? Il est demeuré sceptique! C'est une qualité! Ben, merci, Daniel. Ça m'a fait plaisir. Je vous donne rendez-vous pour le 13 octobre, doublement rendez-vous puisque c'est moi qui vais faire la conférence. On revient dans le domaine de la psychologie, des processus socio-cognitifs. Ça va se trouver être la 4e de ma série là, sur les aspects socio-cognitifs de notre fonctionnement. Et cette fois, c'est sur l'identité et le concept de soi. L'illusion. Non!